Printemps 1992. Le soleil de Provence, habituellement si généreux, peinait à percer le voile de poussière et de toiles d'araignée qui recouvrait les fenêtres de la vieille ferme isolée. À un mot, Fontvieille-le-Haut, niché dans les Alpes de Haute-Provence, où le temps semblait être figé. L'air y était lourd, poisseux, imprégné d'une odeur âcre de moisi, de foin ancien, et d'une étrange douceur animale, presque métallique, qui prenait à la gorge. Un silence profond, presque palpable, régnait en maître, seulement brisé par le bourdonnement lointain et lancinant des cigales. Chaque pierre de la bâtisse délabrée semblait garder un secret, chaque ombre un mystère. Était un lieu oublié, à l'aile, écart du monde, où la modernité n'avait jamais osé s'aventurer, un refuge pour des existences hors du temps. C'est dans ce décor que le gendarme Antoine Dubois, jeune recrue tout droit venu de l'Est de la France, fut dépêché ce jour-là. Une banale affaire de divagation de bétail, rien qui ne laissait présager l'horreur à venir. En s'approchant de la bâtisse délabrée, il fut d'abord frappé par le silence oppressant, bien plus lourd que celui des champs environnants. Pas un aboiement, pas un mouvement derrière les vitres sales. La porte de bois vermoulu, entr'ouverte, laissait échapper un filet de lumière ténue, comme une invitation sinistre. Antoine hésita un instant, son instinct lui hurlant de rebrousser chemin. Mais le devoir l'appela, l'attirant inexorablement vers ce qui allait devenir l'affaire la plus marquante de sa carrière, un souvenir indélébile. Poussant l'entrée avec précaution, Antoine pénétra dans l'obscurité moite. L'odeur se fit plus forte, plus insistante. Ce qu'il découvrit alors allait le hanter pour le reste de ses jours, gravé à jamais dans sa mémoire. Dans l'ombre d'une pièce sombre et encombrée, deux silhouettes recroquevillées se dessinaient. Des êtres humains, dont l'apparence, à la fois fragile et terrifiante, défiait toute compréhension, toute explication rationnelle. Leur corps meurtri, leurs traits déformés, témoignaient d'une existence passée loin de tout. Leurs yeux, habitués à la pénombre, se posèrent sur lui, révélant des décennies d'isolement, une histoire de souffrance et de secrets que personne n'aurait pu imaginer. Antoine, le souffle court et le cœur battant à tout rompre, recula d'un pas, ses bottes crissant sur le sol jonché de débris. La scène, baignée d'une lumière blafarde, défiait toute description. Les deux silhouettes, à peine humaines, semblaient fusionner avec l'ombre, leurs yeux seuls vibrant d'une vie étrange, habitués à la pénombre éternelle. L'odeur, un mélange âcre de chair, de foin moisi et d'excréments, prenait à la gorge, signature olfactive de décennies d'abandon et de misère. Luttant contre l'envie irrépressible de fuir, le jeune gendarme porta son émetteur-récepteur à sa bouche, sa voix peinant à articuler. Urgence, Fontvieille-le-Haut. Renfort immédiat, médical et judiciaire. L'attente fut une éternité. Puis, le bourdonnement des cigales fut déchiré par le hurlement des sirènes. Le capitaine Léger, de Digne-les-Bains, vit son visage se figer d'horreur en franchissant le seuil. L'indicible venait de prendre corps. L'arrivée des secours fut un ballet macabre. Pompiers et équipe médicale du SAMU, le visage masqué par la stupeur, pénétrèrent avec précaution dans la ferme. Les deux hommes, Marcel et Louis Dubois, comme l'enquête allait le révéler, étaient dans un état de dénutrition avancé, leur hygiène déplorable. Mais l'ampleur de leur malformation glaçait le sang. Membres atrophiés, traits faciaux déformés, une stature chétive. Des corps d'adultes emprisonnés dans l'apparence de vieillards malades, chaque mouvement étant une souffrance. La communication s'avéra quasi impossible. Des sons gutturaux, des regards apeurés, témoignaient d'une vie sans mots. Le silence de la ferme laissait place à des murmures horrifiés. La question brûlait les lèvres. Comment de tels êtres avaient-ils pu survivre, cachés, pendant plus d'un demi-siècle? Évidence d'une séquestration s'imposait avec une force brutale. Le choc initial passé, l'affaire prenait une dimension inédite. Comment, en 1992, en plein cœur d'une France républicaine, moderne, un tel secret avait-il pu être gardé? Le contexte rural de la Provence d'après-guerre offrait une explication partielle. Dans ces hameaux isolés, la discrétion était une vertu, la honte, une maladie contagieuse. La différence physique était souvent reléguée au silence, à l'ombre des regards. L'accès aux soins spécialisés était un luxe inaccessible, et elle, État-providence, balbutiant pour ces cas extrêmes avant les lois de 1975, laissait les familles démunies, souvent seules face à un choix cornélien, exposer la honte ou cacher la misère. La méfiance envers les autorités renforçait cette omerta,
transformant la protection familiale en une prison silencieuse. L'enquête, menée conjointement par la gendarmerie et les services sociaux, se heurtait d'emblée à un mur de silence. Le village de Fontvieille-le-Haut, habituellement si ouvert sous le soleil provençal, se refermait sur lui-même, empreint d'une complicité passive. Les articles 223 à 6 du Code pénal sur la non-assistance à personne en danger et 224 à 1 sur la séquestration flottaient déjà dans l'air. L'intention derrière cet isolement restait à démêler, cruauté délibérée ou protection désespérée, dictée par la honte et l'impuissance. Les premières auditions des rares habitants révélaient des murmures anciens, des rumeurs jamais confirmées, des silences pesants. Personne ne voulait briser le pacte tacite. Pour Antoine Dubois et Sophie Martin, il devenait évident que cette affaire interrogeait les failles d'une société et les drames tus par la tradition. La gendarmerie, sous la houlette du capitaine Léger, déploya une investigation minutieuse, s'attaquant à la tâche colossale de reconstituer l'existence de Marcel et Louis. Chaque pierre de la vieille ferme fut examinée, chaque recoin sondé, dans l'espoir de trouver des indices, des papiers, le moindre fragment de vie. Antoine Dubois et Sophie Martin, épaulés par d'autres enquêteurs, travaillaient sans relâche, mais la tâche s'annonçait ardue. Le silence du village, une chape de plomb, rendait toute progression difficile. Les premières constatations confirmaient l'isolement extrême des frères. Pas d'ide, électricité, pas d'eau courante, une autonomie alimentaire basée sur des cultures rudimentaires, et un petit élevage, preuve d'une organisation interne pour survivre. L'enquête ne se contentait plus de faits, elle sondait les profondeurs d'une histoire humaine complexe. Les premières pistes menèrent les enquêteurs vers les archives départementales, les registres D, État civil, les hôpitaux locaux, et les écoles de la région. L'objectif était clair, trouver une trace officielle de Marcel et Louis Dubois, un acte de naissance, un dossier médical, un livret scolaire, n'importe quoi qui prouverait leur existence légale. Mais les recherches se soldèrent par un constat accablant, un vide quasi absolu. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Le docteur Leclerc, le médecin de campagne de l'Aile, époque, était décédé depuis longtemps, ses archives personnelles dispersées ou perdues. Seuls quelques registres paroissiaux, difficiles à déchiffrer, mentionnaient vaguement des naissances dans la famille Dubois à cette période, sans plus de précision. Cette absence de documentation officielle renforçait l'hypothèse d'une dissimulation volontaire et méthodique. Au village, la tâche de recueillir des témoignages s'avérait herculéenne. Les habitants de Fontvieille-le-Haut, habituellement bavards sur les nouvelles locales, se cloîtraient dans une discrétion absolue. Les questions d'Antoine se heurtaient à des regards fuyants, des haussements d'eau, épaules, et des « je ne sais pas, monsieur le gendarme, je n'ai jamais rien vu, jamais rien entendu ». Jean-Pierre Renard, l'ancien maire, figure respectée et détenteur de la mémoire locale, fut interrogé longuement. Son visage buriné par le soleil de Provence trahissait un certain embarras. Il concéda l'existence de rumeurs anciennes, de bruits de couloir sur des enfants un peu fragiles chez les Dubois, mais affirma n'avoir jamais eu de preuves concrètes ni d'inquiétudes justifiant une intervention. Une omerta non pas mafieuse, mais ancrée dans la peur du jugement et la solidarité rurale, protégeait le secret. Sophie Martin, l'assistante sociale, ressentait une frustration grandissante face à ce mur de silence. Pour elle, chaque jour sans information était un jour de plus, où l'histoire des frères restait inexpliquée, leur souffrance ignorée. Elle comprenait les mécanismes de protection communautaire, la peur de l'État, mais ne pouvait accepter l'idée que des vies aient été ainsi gommées. Son enquête parallèle se concentrait sur les aspects sociaux, les allocations possibles, les soutiens familiaux lointains, l'impact des lois sur le handicap d'avant 1975. Elle cherchait à comprendre le contexte de l'époque, la détresse d'une mère seule face à l'inconnu, mais aussi la responsabilité collective de ne pas avoir vu, de ne pas avoir agi. L'affaire la touchait profondément, révélant les failles d'une société qui avait longtemps préféré ignorer la différence. Antoine Dubois, bien que jeune, commençait à saisir l'ampleur du drame qui se jouait là, bien au-delà d'une simple affaire judiciaire. Il ne s'agissait pas seulement de punir des coupables, mais de comprendre les rouages complexes de la honte, de la protection familiale mal avisée, et de l'isolement social. La dignité bafouée des frères, leur regard apeuré mais empli d'une humanité intacte, le hantait. Il réalisait que ce village, si paisible en apparence, cachait des profondeurs insoupçonnées, des tragédies héritées d'une autre époque, où les préjugés et l'ignorance régnaient en maître. Son empathie grandissait, transformant sa mission en une quête personnelle de vérité et de justice pour Marcel et Louis, les frères oubliés de Provence.
Le choc initial était à peine dissipé que la lourde machine administrative commençait à grincer. L'affaire, d'une complexité rare, ne rentrait dans aucune case préétablie des services de l'État. Antoine Dubois, épaulé par Sophie Martin, se heurtait à une bureaucratie lente et parfois indifférente. Les demandes d'accès aux dossiers médicaux des frères, quasi inexistants, ou aux archives sociales de la région, se perdaient dans les méandres des administrations départementales. Chaque formulaire rempli, chaque autorisation sollicitée, ajoutait une couche de délai, transformant l'urgence humaine en une interminable attente. Les services, habitués aux procédures standards, semblaient dépassés par l'ampleur et la singularité de cette situation, révélant les limites d'un système conçu pour des cas ordinaires, non pour des vies gommées par l'isolement. Au-delà de la lenteur administrative, une certaine résistance émanait des structures officielles. Les services de protection de l'enfance et des adultes vulnérables, pourtant théoriquement mobilisés, peinaient à trouver un cadre légal et des ressources adaptées. Les frères Dubois, adultes mais d'une fragilité enfantine et sans repère, ne correspondaient pas aux profils habituels. Les centres spécialisés de la région, déjà saturés, hésitaient à accueillir des patients sans historique médical clair, sans identité sociale établie. Le préfet, informé de l'affaire, exigeait un rapport détaillé et des garanties, craignant un précédent ou une mauvaise publicité pour le département. La complexité du cas, loin de susciter une mobilisation immédiate, générait une paralysie, comme si personne ne voulait endosser la responsabilité de ces oubliés. Pour Antoine et Sophie, cette inertie était insupportable. Ils avaient devant eux deux êtres humains, Marcel et Louis, dont la vie avait été une longue succession de privations, et qui, même libérés de leur ferme, continuaient de subir les affres d'un système inadapté. Chaque jour de retard dans leur prise en charge était une injustice supplémentaire, un rappel cinglant des décennies perdues. Sophie en particulier, se battait pour que les frères bénéficient d'une reconnaissance de handicap et des droits qui en découlaient, mais l'absence de documents officiels et de parcours de soins rendait toute démarche ardue. Antoine, lui, voyait son désir de « rendre justice » s'enliser dans les méandres paperassiers, réalisant que le combat pour la dignité des frères serait aussi long et difficile que celui pour la vérité. Face à la complexité grandissante de l'affaire Dubois, le capitaine Léger et ses équipes comprirent rapidement qu'une simple investigation policière ne suffirait pas. Des historiens et sociologues, alertés par la presse locale, commencèrent à s'intéresser au dossier, apportant un éclairage essentiel sur le contexte de l'après-guerre en Provence. Ils expliquèrent comment dans ces campagnes reculées, la différence physique était souvent perçue comme une malédiction, une honte à dissimuler à tout prix. L'isolement des frères N n'était pas un phénomène unique, mais le symptôme d'une époque où l'État-providence était balbutiant, et où les familles, livrées à elles-mêmes, prenaient des décisions extrêmes pour protéger leur réputation et leurs proches du regard impitoyable de la société. Cette analyse historique venait éclairer l'inertie administrative actuelle, révélant la persistance des mentalités et des failles systémiques. Les experts rappelèrent que la législation française sur le handicap n'avait connu de véritable avancée que, à partir de la loi d'orientation de 1975. Avant cette date, la prise en charge des personnes lourdement handicapées relevait souvent de l'initiative familiale, sans cadre légal, ni structures adaptées. Les frères Dubois étaient nés à une époque où le diagnostic prénatal était inexistant, où les malformations congénitales étaient un mystère médical, et où l'accompagnement psychologique des familles était un luxe inconnu. Cette carence de l'État avait contraint de nombreuses familles à l'autarcie, transformant les foyers en prisons silencieuses. Les témoignages d'anciens médecins de campagne soulignaient l'impuissance de la médecine rurale face à de tels cas, souvent réduits à des conseils de discrétion, voire d'isolement, pour éviter la stigmatisation. Écho de l'affaire dépassa rapidement les frontières des Alpes de Haute-Provence. Des journalistes d'investigation, attirés par la singularité et la gravité du drame, affluèrent à Fontvieille-le-Haut, transformant le calme habituel du hameau. La presse nationale, du *monde* à *Paris Match, commença à publier des articles détaillés, interrogeant la conscience collective française. L'histoire des frères oubliés de Provence devint un symbole puissant des secrets tus et des vies gâchées par l'ignorance. Cette médiatisation intense, loin d'apaiser les tensions, ajouta une pression considérable sur les gendarmes et les services sociaux qui menaient l'enquête, mais également sur les habitants du village. Le silence, jusqu'alors une carapace protectrice pour la communauté, se fissurait sous le feu des projecteurs, menaçant de révéler des complicités plus profondes et des vérités douloureuses que personne n'avait osé affronter. Ces regards extérieurs,
qu'ils soient universitaires ou journalistiques, permirent de replacer l'affaire dans une perspective plus large et plus critique. Des enquêtes parallèles mirent au jour d'autres cas similaires, bien que parfois moins extrêmes, de familles ayant dissimulé des enfants ou des adultes handicapés dans les campagnes françaises, souvent par un mélange de honte et d'amour mal compris. Ces récits convergents soulignaient avec force que l'isolement des frères Dubois N n'était pas un accident isolé, mais la manifestation la plus dramatique d'une faille systémique profonde. Était le reflet d'une société qui, par pudeur, ignorance ou manque de moyens et de structures de soutien, avait longtemps détourné le regard de ses membres les plus vulnérables. La question de la responsabilité collective devenait alors centrale, dépassant le cadre de la famille Dubois, pour interroger l'ensemble de la communauté et les institutions de Louvel, époque. Sous cette pression médiatique et académique, l'enquête officielle se trouva revitalisée, mais aussi complexifiée. La hiérarchie exigeait des résultats, tandis que les services sociaux peinaient à trouver des solutions concrètes, pour Marcel et Louis. Mais cette attention accrue eut un effet inattendu sur Fontvieille-le-Haut. Si certains habitants campaient toujours sur leur position, le silence commençait à se fissurer chez d'autres. De nouvelles rumeurs, des souvenirs enfouis, des bribes de conversation ressurgissaient, timidement d'abord, puis avec un peu plus d'assurance. Une vieille dame, Madame Solange, qui avait osé briser le silence pour Sophie Martin, trouva le courage de témoigner publiquement, révélant des détails sur l'isolement de Élise Dubois, et les quelques fois où elle avait aperçu les silhouettes des frères à travers une fenêtre. Le mur de l'omerta rurale, autrefois impénétrable, montrait enfin des signes de faiblesse. Lors de la fouille minutieuse de la ferme, chaque recoin était exploré avec la persévérance d'archéologues devant un site oublié. Antoine Dubois et Sophie Martin, épaulés par les techniciens en identification criminelle, passaient au crible des décennies d'accumulation, de poussière et d'objets sans valeur apparente. C'est sous un tas de vieux draps moisis, dans un coffre en bois rongé par les vers, qu'un objet inattendu fit son apparition. Un petit carnet à la couverture de cuir usé, ses pages jaunies par le temps. Il s'agissait du journal intime d'Élise Dubois, la mère des frères. Une découverte capitale, un fil ténu jeté à travers le temps, promettant de dénouer les fils complexes de cette tragédie familiale. La texture rugueuse du papier, l'odeur du passé qu'il dégageait, tout annonçait une plongée profonde dans une intimité jalousement gardée. Les premières pages, écrites d'une main hésitante, puis de plus en plus assurée, révélèrent le fardeau écrasant qu'Élise avait porté. Elle y décrivait la naissance difficile de Marcel, puis celle de Louis, l'horreur des malformations, le silence du docteur. Leclerc, impuissant et désemparé. Le journal dépeignait une femme déchirée, entre un amour maternel inconditionnel, et une peur panique du jugement des autres, de la stigmatisation que ses enfants subiraient. Elle y confessait ses nuits sans sommeil, les conseils contradictoires, l'absence de soutien institutionnel, et la décision déchirante de les cacher, non par cruauté, mais par une conviction profonde que était le seul moyen de les protéger d'un monde qu'elle jugeait trop brutal. Chaque mot était une confession, chaque phrase, une lame. Cette trouvaille bouleversa la perception de l'enquête. Ce qui semblait être une séquestration pure et simple, prenait désormais la dimension d'un drame humain d'une complexité déchirante. Le journal d'Élise ne justifiait pas l'isolement, mais il en éclairait les motivations profondes, révélant la détresse d'une mère confrontée à l'impensable dans une société sans réponse. Le silence du village, interprété initialement comme une complicité coupable, pouvait aussi être le reflet d'une compréhension tacite des circonstances, d'une impuissance collective face à une situation que personne ne savait gérer. Antoine et Sophie comprirent que leur mission dépassait la simple application de la loi. Elle impliquait de sonder les profondeurs de l'âme humaine, et les failles d'une époque. La nouvelle de la découverte des frères Dubois, initialement contenue, avait explosé, se propageant comme une traînée de poudre, bien au-delà des paisibles collines provençales. Les caméras des grandes chaînes, les micros des radios nationales, les stylos des reporters d'investigation, affluaient désormais à Fontvieille-le-Haut, brisant la quiétude ancestrale du hameau. Ce qui était un drame local devenait une affaire d'État, une honte nationale. Le visage buriné du capitaine Léger, habituellement stoïque, trahissait une tension palpable, alors qu'il tentait de gérer l'assaut médiatique, protégeant le périmètre de la ferme, et les frères eux-mêmes des objectifs indiscrets. La pression montait, chaque article, chaque reportage télévisé exigeant des réponses, des coupables, et surtout, une explication à l'inexplicable. Les titres des journaux, du astérisque Figaro astérisque à astérisque Libération, rivalisaient de superlatifs, parlant des « enfants cachés de Provence », des « fantômes de la République »,
des frères oubliés. Les articles ne se contentaient plus de relater les faits bruts, ils disséquaient le contexte social de l'après-guerre, interrogeant la responsabilité collective, les failles d'un État-providence balbutiant, et la persistance de l'omerta rurale. Des éditorialistes s'indignaient, des psychologues analysaient, des sociologues contextualisaient. L'affaire Dubois devenait un miroir tendu à la société française, la forçant à se pencher sur ses propres zones d'ombre, sur la manière dont elle avait traité, ou plutôt ignoré, ses membres les plus vulnérables. Le débat national s'embrasait, posant des questions fondamentales sur la dignité humaine et le droit à l'existence. Cette exposition médiatique sans précédent, si elle exaspérait certains habitants, commençait à éroder le mur de silence. Les interviews télévisées, les camions satellites stationnés sur la place du village, rendaient impossible de continuer à faire comme si de rien était. Des langues se déliaient timidement, d'abord sous le sceau de l'anonymat, puis, avec un peu plus de courage, encouragées par l'exemple de Madame Solange. De vieilles rancœurs, des souvenirs enfouis, des fragments de conversations entendues il y a des décennies ressurgissaient. Des témoignages, parfois contradictoires, parfois éclairants, commençaient à affluer vers la gendarmerie, offrant à Antoine et Sophie de nouvelles pistes, des noms, des lieux, des dates qui, jusqu'alors, étaient restées dans l'ombre des non-dits. La découverte du journal D, Élise, couplée à cette libération progressive de la parole, transforma la dynamique de l'enquête. Les motivations de la mère, dépeintes avec une telle acuité dans ses écrits, ne cessaient d'alimenter les discussions, complexifiant la ligne entre crime et désespoir. Antoine Dubois et Sophie Martin, loin de se laisser submerger par le tumulte extérieur, y puisaient une nouvelle énergie. Chaque nouveau témoignage, chaque page du carnet analysé, ajoutait une pièce au puzzle. Ils comprenaient que l'histoire de Marcel et Louisaine était pas seulement celle d'une séquestration, mais celle d'une époque, d'une culture, d'une détresse collective, où la honte et l'ignorance avaient tissé les fils d'un drame silencieux. L'enquête ne cherchait plus seulement des faits, mais des âmes, des raisons, des pardons impossibles. La lecture du journal D, Élise, menée avec une gravité solennelle par Sophie Martin dans le bureau du capitaine Léger, fut un moment d'une intensité rare. Chaque mot, chaque phrase manuscrite, exhalait le parfum d'une souffrance indicible. Élise y décrivait, avec une lucidité déchirante, la naissance de ses fils, les malformations évidentes, et le verdict silencieux d'un monde incapable de comprendre. Elle y confessait l'amour infini qu'elle leur portait, un amour maternel pur, mais aussi la terreur panique du regard des autres, de la stigmatisation. Les pages jaunies révélaient son combat solitaire, les nuits d'insomnie, les prières désespérées, l'absence totale de soutien médical ou social, et cette décision, qu'elle croyait juste, de les protéger du monde extérieur. Ce N était pas un acte de cruauté, mais le geste désespéré d'une mère acculée, persuadée d'offrir le seul refuge possible. Le silence après la lecture fut assourdissant, lourd de toutes les questions sans réponse. Au même instant, loin des murs de la gendarmerie, à l'hôpital de Digne, un autre événement d'une portée émotionnelle immense se produisait. Louis, le plus jeune des frères, dont les yeux avaient jusqu'alors reflété une peur animale et un vide sidéral, tendit une main chétive vers Sophie Martin. Un geste simple, presque imperceptible, mais chargé de décennies de non-dits. Puis, d'une voix rauque, à peine audible, un son guttural se forma, s'articulant péniblement en un mot. « Maman ». Ce fut le premier mot qu'il prononçait, un cri de l'âme, une résurrection linguistique, après un demi-siècle de mutisme. Sophie, bouleversée, retint ses larmes, comprenant que derrière l'enveloppe déformée, se cachait une humanité intacte, une capacité à aimer, et à se souvenir. Antoine Dubois, présent, fut le témoin silencieux de ce miracle, la preuve vivante que la vie, même brisée, trouvait toujours un chemin. À Fontvieille-le-Haut, le mur de silence, déjà ébranlé par la médiatisation, s'effondrait sous le poids de ces révélations croisées. Le journal D, Élise, dont des extraits furent divulgués, et elle, écho des premiers mots de Louis, forcèrent le village à une confrontation brutale avec son propre passé. Les regards fuyants des habitants se chargèrent désormais d'une honte collective, d'une culpabilité partagée. Jean-Pierre Renard, l'ancien maire, le visage plus grave que jamais, fut contraint de reconnaître publiquement la négligence de la communauté, son incapacité à briser l'omerta par peur et par tradition. La petite place du village, autrefois le théâtre d'une vie insouciante, devint le miroir d'une tragédie, où chaque pierre semblait murmurer les secrets tus, les appels à l'aide ignorés. La vérité, enfin, se frayait un chemin, non pas pour juger, mais pour panser les plaies béantes d'une histoire collective.
L'affaire des frères Dubois, bien plus qu'un simple fait divers, a profondément secoué la France de 1992. Elle est devenue le miroir d'une société qui avait longtemps préféré ignorer la différence, révélant les cicatrices profondes laissées par la honte et le silence dans les campagnes. Fontvieille-le-Haut, autrefois simple hameau provençal, fut transformé en un symbole national, un lieu de mémoire où la question de la responsabilité collective ne pouvait plus être éludée. Un mémorial discret, une stèle ou une plaque commémorative, fut érigé quelques années plus tard, non pas pour juger, mais pour se souvenir de Marcel et Louis, et de toutes ces vies vécues dans l'ombre. Ce geste symbolique marquait une prise de conscience, une tentative de panser les plaies d'un passé douloureux, et d'assurer que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Elles, écho de leur histoire, résonnent encore aujourd'hui, un rappel poignant de l'importance de la vigilance et de la solidarité humaine. Cette affaire a eu des répercussions concrètes sur la législation et les politiques sociales françaises. Face à l'ampleur du drame et aux failles révélées, le gouvernement a été contraint de réagir. Des amendements à la loi de 1975 sur le handicap ont été envisagés, et surtout, un nouveau plan de vigilance rurale a été mis en place, visant à renforcer la détection et la prise en charge des situations d'isolement extrême. Les services sociaux, épaulés par la gendarmerie, ont bénéficié de formations spécifiques pour identifier les signes de vulnérabilité et d'isolement dans les zones reculées. L'objectif était clair: éviter qu'un tel drame ne se reproduise, en sensibilisant les communautés, et en offrant un cadre d'intervention plus robuste. L'histoire de Marcel et Louis, tragique, a ainsi contribué à faire évoluer les mentalités et les structures, gravant leur nom non seulement dans la mémoire collective, mais aussi dans les annales de la protection sociale française. Marcel et Louis, désormais pris en charge dans des structures adaptées, ont entamé un long chemin vers une dignité et une autonomie retrouvées. Leurs vies, marquées à jamais par des décennies de privation, sont devenues un témoignage poignant de la résilience humaine, et de la nécessité impérieuse de veiller sur les plus fragiles. Leurs regards, autrefois emplis de peur, ont peu à peu rencontré la bienveillance d'un monde qu'ils découvraient. Leur existence, longtemps gommée, a forcé la France à se regarder en face, à interroger ses propres silences et ses devoirs envers tous ses citoyens. Si cette histoire des frères oubliés de Provence vous a touché et a suscité en vous une réflexion sur la dignité humaine et les secrets de nos sociétés, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour d'autres récits qui éclairent notre histoire, et à laisser un commentaire avec le mot « vigilance » pour montrer votre engagement. Restez avec nous, car la prochaine affaire est tout aussi bouleversante et révélatrice.